Le 10 février, en Australie, une autrice de dark romance a été reconnue coupable pour le contenu de son roman. Le tribunal a retenu 3 chefs d'accusation: production, possession et diffusion de contenu pédopornographique. On est donc sur une condamnation pénale pour le contenu d'un livre. Depuis cette annonce, les réactions, elles sont assez vives. Certains vont parler d'un précédent dangereux pour la liberté d'expression, d'autres estiment que la décision était inévitable et pleinement justifiée. Cependant, derrière l'actualité en elle-même, il y a quand même beaucoup de questions qui restent floues. Qu'a réellement retenu la justice? Qu'est-ce qui, dans ce texte précis, a conduit à la qualification pénale? Pourquoi ce livre particulièrement et pas d'autres œuvres transgressives que vous avez été nombreux à citer en commentaire? Dans cette vidéo, je vais pas me contenter d'un résumé rapide, on l'a déjà fait. On va reprendre les faits, on va revenir sur la polémique initiale, et ce bien avant la décision du tribunal, comprendre le raisonnement juridique, analyser les comparaisons que vous avez vous-même évoquées, essayer de voir un peu ce que va nous dire en fait cette affaire. Je précise tout de suite que dans cette vidéo, on va aborder des sujets sensibles, notamment en ce qui concerne les abus sur mineurs. Je resterai factuelle sans entrer dans des descriptions explicites, mais le thème en lui-même peut être difficile. Si vous regardez cette vidéo, l'objectif il est simple, que vous ressortiez avec une compréhension claire des tenants et des aboutissants de cette affaire. L'idée, vraiment comme d'habitude, c'est pas de vous donner mon opinion à chaud, mais vraiment toutes les clés de compréhension derrière un sujet qui a déjà fait énormément parler. Le 10 février 2026, à la Blacktown Local Court en Nouvelle-Galles du Sud en Australie, la magistrate Bri Chisholm a rendu son verdict. Lauren Ashley Mastrosa, connue également sous le pseudonyme de Tori Woods, est déclarée coupable pour le contenu de son roman Daddy's Little Toy. Le livre, auto-édité en mars 2025, met en scène une relation entre Lucy, 18 ans, et Arthur, le meilleur ami de son père, dans une dynamique daddydom Little Girl. À sa sortie, le roman il est présenté comme une dark romance transgressive. Mais très rapidement, les premiers lecteurs vont signaler un problème beaucoup plus profond. Ce qui va choquer, c'est pas simplement la différence d'âge ou le kink qui est mis en scène dans cette histoire, mais des faits qui conduiront donc à cette condamnation. Premièrement, ce qui a choqué les lecteurs, ça va être des passages suggérant que le protagoniste masculin considère l'héroïne comme désirable alors qu'elle est encore enfant, autour de l'âge de 3 ans. Pour beaucoup de lecteurs, la frontière déjà, elle est franchie à ce moment précis. On parle plus d'un jeu de rôle entre adultes, on parle d'une représentation perçue comme sexualisant une enfant, même si l'intrigue principale se déroule quand le personnage de Lucy a 18 ans. À la suite de tout ça, vous vous en doutez, les avis négatifs se multiplient, notamment sur Amazon et sur Goodreads. Des extraits vont circuler, notamment sur TikTok, Instagram et surtout Reddit. Point important à préciser, la mobilisation vient en très grande partie des lecteurs et lectrices de dark romance eux-mêmes. Certains appellent à signaler le livre non pas comme problématique, mais vraiment comme potentiellement illégal. Le roman, il est alors signalé à l'Australian Centre to Counter Child Exploitation. C'est cet organisme qui va ensuite transmettre le dossier à la police du New South Wales. On est fin mars 2025 et le domicile de l'autrice est perquisitionné. Des exemplaires papier du livre sont alors saisis. Elle est arrêtée et inculpée pour production, possession et diffusion de Child Abuse Material. L'affaire va alors quitter le champ du débat littéraire pour entrer dans le champ du pénal. Au procès, la défense de Tori Woods s'appuie sur un argument central. Lucy est explicitement majeure au moment des scènes explicites. Il s'agirait alors d'un roleplay adulte relevant d'un kink consensuel. Mais ce qu'il faut vraiment savoir dans cette histoire, c'est que le tribunal ne va pas raisonner seulement sur la mention de l'âge, la mention des 18 ans. Après enquête, la magistrate va estimer que certains éléments du texte, comme notamment le langage, les comportements, la mise en scène, conduisent un lecteur dit raisonnable à percevoir un enfant au moment des scènes explicites. C'est un point qui a été largement appuyé par les retours des lecteurs et qui a même été confirmé par certains d'entre vous qui ont lu des extraits. En droit australien, c'est précisément ce critère qui va être déterminant. La question, c'est pas seulement quel âge est mentionné dans le livre, la question c'est quelle représentation est produite. Si la construction narrative amène un lecteur ordinaire à visualiser un enfant dans une situation explicite, peu importe l'âge qui est mentionné, la qualification de matériel pédopornographique peut être retenue. C'est sur cette base même que 3 chefs d'accusation sont retenus contre Tori Woods: production,
possession et diffusion de Child Abuse Material. La peine, elle n'a pas encore été fixée, elle le sera à la fin du mois d'avril 2026. Lorraine Mastroza, elle reste alors libre sous caution pour l'instant. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ces infractions, elles sont passibles de peine de prison. Et c'est ce qui donne à cette affaire une portée aussi significative qui va au-delà des polémiques qu'on a habituellement sur les réseaux littéraires. Avant la condamnation, Tori Woods, de son vrai nom Lorraine Ashley Tesolin Mastroza, parfois citée comme Lorraine Ashley Mastroza dans la presse, est une autrice australienne basée à Sydney. Elle écrit de la romance érotique sous le pseudonyme de Tori Woods et elle a également publié sous le nom de Lorraine Ashley. Elle se présente comme autrice depuis une quinzaine d'années, mariée, mère de 2 enfants et elle partageait régulièrement en ligne des éléments sur sa vie personnelle, notamment ses voyages, sa passion pour Disney et son attachement à la Nouvelle-Orléans entre toute autre chose. En parallèle de son activité littéraire, elle occupe un poste de marketing exécutive au sein de Baptist Care, une organisation chrétienne caritative en Australie. Après l'explosion de la polémique autour de Daddy's Little Toy, l'organisme annonce d'ailleurs publiquement sa suspension et l'ouverture d'une enquête interne précisant prendre très au sérieux tout ce qui est question d'éthique. Sur le plan éditorial, avant ce livre, elle publiait principalement des romances contemporaines et érotiques plus classiques. Juste pour que vous ayez toutes les informations, on peut aussi mentionner qu'en 2024, sous le nom de Lorraine Ashley, elle avait déjà été accusée de plagiat par une autre autrice, Estée Moore, ce qui lui a valu une certaine mauvaise réputation dans certaines communautés romances en ligne. Lorsque la controverse autour de Daddy's Little Toy éclate, elle va publier plusieurs messages sur ses réseaux. Elle parle d'un énorme malentendu, insiste sur le caractère fictionnel du livre et affirme ne pas promouvoir ni inciter aux abus sur mineurs. Dans l'un de ses messages, elle reconnaît cependant qu'il y a des pensées qui sont problématiques dans son récit, tout en expliquant qu'aucune relation explicite n'a lieu quand l'héroïne est encore mineure. Comme on l'a déjà vu, ce sera d'ailleurs sa ligne de défense pendant tout le procès. Ses prises de parole, loin d'apaiser la situation, alimentent au contraire une partie de l'indignation. Après ça, progressivement, elle va désactiver ses réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok ou bien encore LinkedIn, et elle va retirer les ouvrages concernés des plateformes. La presse généraliste australienne, elle va commencer à dresser son portrait en insistant sur le contraste entre son image publique de cadre dans une organisation chrétienne et le contenu de son roman. Il y a peut-être un peu de ce décalage aussi qui va contribuer à amplifier la couverture médiatique et tout le bruit qui est fait autour de cette affaire. À la suite de la publication de cette affaire, il y a eu beaucoup de réactions qui vont dire en résumé, donc maintenant on condamne en fait les kinks. En soi, c'est vraiment plus compliqué que ça. La défense de l'autrice, elle reposait justement sur cet argument. Le personnage est majeur et il s'agit d'un jeu de rôle entre adultes consentants. En soi, ce kink-là, il n'est pas illégal. Mais ce que le tribunal, il a jugé, et c'est vraiment ce qui est important de retenir, c'est pas l'existence en fait de ce fantasme. C'est la manière dont le texte est construit et la représentation qui est produite. Comme je vous l'expliquais, la magistrate, elle a estimé que certains éléments du récit pouvaient amener un lecteur ordinaire à ne plus voir un adulte qui joue un rôle, mais à imaginer un enfant dans une situation explicite. L'image qui est produite à travers les descriptions et la structure du récit notamment est celle d'un enfant, peu importe s'il est écrit quelque part que le personnage a 18 ans. En droit australien, c'est vraiment ce point qui va tout changer. Autrement dit, la question c'est pas est-ce que ce fantasme il est dérangeant. La question c'est vraiment est-ce que le texte représente l'image d'un enfant dans une situation explicite. Si la réponse est oui, on parle plus seulement d'une fiction transgressive, on parle d'une qualification pénale. Le tribunal, il a dit concrètement, le texte produit une image qui est illégale. Et en fait, ça va être des choses vraiment très différentes. À la suite de ma première vidéo sur ce sujet, il y a un point qui est revenu plusieurs fois en commentaire, c'est la comparaison avec des œuvres comme Le consentement de Vanessa Springora et Triste tigre de Neige Sino, deux livres qui témoignent d'abus que les autrices ont subis quand elles étaient mineures. La question qui va être posée par certaines personnes, c'est la suivante: si ces livres
parle d'abus impliquant des mineurs, pourquoi ne sont-ils pas poursuivis eux aussi? Et je pense qu'il faut bien comprendre que la première différence, elle va tenir à la nature et à la finalité de l'œuvre concernée. Le consentement et Triste Tigre, déjà, c'est des témoignages autobiographiques. Ils racontent une emprise réelle, des faits réels, dans une démarche explicite de dénonciation. Le texte ne cherche pas à provoquer l'excitation. Il cherche à exposer un système, à analyser, à documenter. Certaines personnes ont alors suggéré que le livre de Tori Woods pouvait lui aussi être interprété comme une forme de dénonciation. Et c'est précisément sur ce point que le contexte éditorial y devient déterminant. Daddy's Little Toy, il est présenté et commercialisé comme un roman érotique. Son positionnement, c'est pas celui d'un récit critique ou d'un témoignage. Il s'inscrit dans un registre destiné à produire une stimulation érotique chez le lecteur. Et c'est précisément cette finalité perçue qui a sûrement pesé en fait dans l'analyse du tribunal. La question, c'est pas seulement un mineur apparaît-il dans le récit, la question c'est le texte sexualise-t-il un mineur et dans quel but narratif. Représenter un abus pour le dénoncer, c'est pas juridiquement équivalent à représenter seulement un enfant dans un cadre explicite. Par exemple, un film peut montrer un crime pour le condamner ou pour l'expliquer. Mais s'il est construit pour rendre ce crime désirable, on change alors complètement de registre. Pour caricaturer, ce serait comme dire qu'un film pour adultes mettant en scène un mineur a pour objectif de dénoncer. Donc en droit, c'est pas uniquement le sujet qui compte, c'est vraiment la finalité et l'effet qui est produit. Et encore une fois, il faut vraiment retenir cette distinction dans cette affaire parce que c'est vraiment là que va être toute la différence. Depuis ma première vidéo, j'ai aussi vu pas mal de comparaisons, d'autres comparaisons en fait dans les commentaires. J'ai essayé de prendre un peu les principales pour qu'on les voit ensemble très brièvement. Il y a Stephen King, il y a le cas de Hansel et Gretel au Canada, Korkender en Estonie et Bastien Vives évidemment en France, et il y en a plusieurs aussi qui ont parlé du livre Accord malsain. C'est assez courant, je trouve, qu'on ait des comparaisons dans les commentaires quand on parle de ce genre de sujet. Quand une œuvre est poursuivie, on a tendance à chercher des précédents, mais juridiquement, ces situations, elles sont pas forcément interchangeables. Stephen King, par exemple, je pense que tout le monde fait référence à la scène dans Ça, qui implique des mineurs entre eux et qui a choqué énormément de monde. La différence majeure ici, c'est qu'elle s'inscrit déjà dans un récit d'horreur, et elle a jamais fait l'objet de poursuites pénales pour pornographie. On peut la juger dérangeante, problématique, mais elle n'a jamais été qualifiée juridiquement comme un contenu pornographique qui met en scène des enfants. Au Canada, c'est un peu plus concret puisqu'il y a vraiment eu la justice qui s'en est mêlée. L'auteur Ivan Godbout, je sais pas comment se prononce son nom, mais il a bien été poursuivi pour un passage dans son roman qui est Hansel et Gretel dans la série des contes interdits. Ce roman, il implique une scène d'une agression sur un mineur. Mais à la suite de tout ça, il a été acquitté. Le tribunal, il a estimé que l'œuvre relevait de la fiction horrifique et ne constituait pas, au sens strict de la loi canadienne, de la pornographie juvénile. Là encore, tout s'est joué sur la définition juridique précise. En Estonie, Korkender, il a été poursuivi pour une nouvelle extrêmement explicite qui a été écrite du point de vue d'un pédocriminel. Le texte était apparemment très dur et malgré ça, il a été acquitté, y compris en appel. Les juges estoniens, ils ont considéré qu'il remplissait pas les critères légaux de la pornographie selon le droit estonien. Vous avez été beaucoup à faire référence à ce cas-là, mais en France, il y a aussi le cas Bastien Vives qui résonne beaucoup quand on parle de ça. Pour Bastien Vives, on est toujours juridiquement dans le flou. Il y a une forte polémique, il y a des plaintes, puis une décision d'incompétence territoriale. À ce jour, il n'y a ni condamnation, ni relax sur le fond. Le débat, il est ouvert, mais il est toujours pas tranché. Très brièvement, vous avez été nombreux à citer le livre Accord malsain dans les commentaires, mais là, on est sur un autre sujet apparemment, puisqu'on est vraiment sur une polémique éditoriale et morale sur la représentation des abus et du consentement. On n'est pas sur une affaire pénale pour du contenu impliquant des mineurs. Du moins, à ma connaissance, j'ai pas trouvé énormément d'informations sur ce cas-là non plus. Pourquoi est-ce que je vous précise tout ça? Parce que ces cas, ils montrent qu'il n'y a pas une seule et même ligne rouge universelle. Chaque pays, déjà, a ses critères. Chaque système juridique définit différemment ce qu'est la pornographie, ce qu'est une représentation illégale et jusqu'où peut aller la liberté d'expression. Dans l'affaire australienne, la condamnation, elle repose sur une qualification pénale très précise, Child Abuse Material, et c'est pas seulement un texte choquant. C'est une catégorie juridique définie par la loi locale.
Une question revient souvent également, c'est comment un livre peut conduire à une condamnation pénale. La réponse, elle tient en grande partie au pays dans lequel il est jugé. Tous les États occidentaux reconnaissent la liberté d'expression. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils la protègent pas tous de la même manière. C'est un peu ces différences qui vont tout changer en fonction des cas. Aux États-Unis, par exemple, la liberté d'expression, elle est protégée par le premier amendement. La jurisprudence, elle est extrêmement protectrice de cette liberté d'expression. L'État ne peut quasiment jamais interdire un contenu juste parce qu'il est choquant ou immoral. Les restrictions, elles sont vraiment très étroites. Menaces réelles, incitation imminente à la violence, diffamation, obscénité au sens strict ou contenu impliquant des enfants réels. La fiction, de son côté, elle bénéficie vraiment d'une protection très large. Ce cadre juridique, il participe sans doute à l'existence d'un marché très développé pour les fictions transgressives, notamment en auto-édition. Mais c'est pas la seule explication, il y a sûrement bien d'autres facteurs qui vont rentrer en compte. En France, la logique, elle est différente. La liberté d'expression, elle est fondamentale, mais elle est explicitement encadrée par la loi. On accepte davantage l'idée que l'État peut limiter certaines expressions au nom de la protection de l'ordre public, de la dignité ou des mineurs. La protection de l'enfance, c'est d'ailleurs un argument central dans beaucoup de débats culturels. Concrètement, en France, cette liberté d'expression, elle existe, mais elle va vraiment s'équilibrer avec d'autres principes. Pour l'Australie, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionne clairement pas comme les États-Unis. Comme on l'évoquait, aux États-Unis, la liberté d'expression, elle est inscrite noir sur blanc dans la Constitution et elle est protégée de manière extrêmement forte, ce qui fait que des fois, on a des discours qui peuvent vraiment nous paraître choquants à nous, Européens, mais qui sont légaux, en fait, aux États-Unis. Comme je vous disais, aux États-Unis, l'État a très peu de marge de manœuvre pour interdire une œuvre juste parce qu'elle est choquante. Et en Australie, c'est pas du tout le même système. Il n'existe pas un grand droit constitutionnel général au sujet de la liberté d'expression qui va alors pouvoir protéger l'ensemble des œuvres artistiques. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans notre cas présent? Ça veut dire que si une loi interdit certains types de contenus, notamment en matière de protection des mineurs, elle peut être appliquée sans qu'un auteur puisse forcément invoquer un droit constitutionnel absolu pour se défendre. C'est pas que l'Australie censure plus que d'autres pays, c'est que le cadre juridique, en fait, il est différent. Et dans ce cadre-là précisément, un roman peut être jugé sous l'angle du droit pénal sans que la liberté d'expression soit automatiquement un lever de bouclier hyper fort comme on pourrait l'avoir aux États-Unis. C'est dans ce cadre précisément que la condamnation, elle a été rendue et je pense qu'il faut vraiment le considérer, surtout quand on fait des comparaisons avec des œuvres qui sont pas publiées dans les mêmes pays. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans tous les pays, la protection des mineurs, elle est considérée comme prioritaire. Mais c'est la définition juridique de ce qui constitue une représentation illégale, en fait, qui va varier. La notion d'obscénité, la manière de qualifier le matériel pédopornographique, le rôle de l'intention ou de l'effet produit sur un lecteur dit raisonnable. Ces critères, concrètement, ils sont pas identiques partout. C'est pour cela qu'un texte peut être acquitté dans un pays, comme par exemple, on va dire les textes en Estonie et au Canada, mais poursuivi dans un autre. On peut aussi ajouter une autre chose, la décision australienne, elle va donc pas créer un précédent mondial. Elle crée par contre un précédent local à l'échelle de l'Australie. Par contre, on vit dans un marché éditorial qui est globalisé. Un livre auto-édité peut circuler clairement au-delà des frontières. Il peut être écrit dans un pays, vendu sur une plateforme internationale et être lu partout. Ça va peut-être poser une nouvelle question donc pour les auteurs. On écrit donc dans un cadre juridique bien précis, mais on publie un peu dans un espace numérique mondial. Qu'est-ce que tout ça peut impliquer? Surtout quand on voit comme aujourd'hui que les conséquences, elles peuvent vraiment être très concrètes. Depuis le verdict qui a été relayé, on voit un autre discours émerger aussi sur les réseaux littéraires. Il faut interdire la dark romance, ce genre est dangereux, on savait que ça finirait comme ça. Et la dark romance, c'est un sous-genre qui est extrêmement vaste. Elle explore la domination, la violence, l'ambiguïté morale, les zones grises de l'âme humaine, les zones grises du consentement, les dynamiques toxiques, bref, pas mal de choses. Mais la grande majorité des œuvres mettent en scène des adultes. Et comme on le disait, ce qui a déclenché l'affaire Tory Woods, c'est pas la différence d'âge, c'est pas le kink en soi qui est évoqué, c'est la qualification juridique liée à la représentation d'un enfant dans un contexte explicite. Pour beaucoup, il est aussi important de rappeler un point essentiel. Les signalements du début qui ont vraiment mis l'alerte sur ce texte viennent des lecteurs et des lectrices de dark romance eux-mêmes. C'est pas une croisade extérieure, c'est pas une chasse aux sorcières menée par des opposants à la dark romance, c'est un débat interne et ça montre qu'il existe au sein même de la communauté des lignes à ne pas franchir. Après, il serait tout aussi
aussi naïf de prétendre que de façon générale, il n'y a pas de dérive. La dark romance, elle repose sur la transgression, et toute transgression pose aussi une question de responsabilité. Plus un genre va jouer avec ses limites, plus il doit être aussi conscient de ses propres limites. Ce que cette affaire, elle va nous rappeler, simplement la liberté de création, la liberté d'expression va pas mettre un auteur au-dessus des lois. On peut écrire des choses choquantes ou transgressives, mais on reste soumis au cadre juridique du pays dans lequel on va publier. Et si ce cadre estime qu'une limite légale a été franchie, les conséquences, elles sont pas seulement symboliques, si on peut dire, elles peuvent être pénales, comme dans le cas donc de Tori Woods. Il y a aussi un élément clé dans cette affaire, je pense, c'est que le livre il a été auto-édité. En édition traditionnelle, il existe quand même plusieurs niveaux de validation, éditeur, direction de collection, parfois même un service juridique, et donc la responsabilité de tout ça, elle va être partagée. En auto-édition, cette chaîne, elle va disparaître. La liberté, elle est totale, mais la responsabilité, elle est aussi totale. L'auteur, il devient écrivain, éditeur, diffuseur, et juridiquement, il est tout seul. En 2026, avec les réseaux littéraires notamment, les choses, elles peuvent vraiment aller très vite. Mise en ligne, extrait partagé, signalement, enquête et dans le cas présent, condamnation. L'auto-édition, ça signifie pas forcément publier en dehors du droit. Au contraire, plus la diffusion est large, plus l'exposition est forte et plus les risques y sont réels. Et quand on écrit donc dans un registre transgressif, ignorer le cadre légal, ça peut avoir des conséquences bien réelles. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que vraiment l'auto-édition peut pas être l'excuse pour publier en fait tout ce qu'on a en tête. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans cette optique, je trouvais aussi intéressant de préciser qu'il y a l'illustratrice donc du livre Daddy's Little Toy qui s'est exprimée en disant être assez choquée, je crois, parce qu'elle n'était pas du tout au courant en fait du contenu du livre. Au fond, la question, c'est pas faut-il interdire les dark romances, même si certains semblent la poser en commentaire. La question, c'est plutôt à partir de quand un texte franchit la limite et devient illégal. Cette limite, elle dépend pas de l'opinion publique, elle dépend de la loi. Et comme on l'a vu dans cette vidéo, la loi, c'est pas la même selon les pays. En Australie, il y a un tribunal qui a considéré donc que ce livre était illégal et que Tori Woods était coupable. Dans un autre pays, la décision, elle aurait peut-être pu être différente. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas la question que je vous pose ici. En outre, comme je vous l'évoquais, on n'est pas sur une interdiction du genre de la dark romance en lui-même. Mais on est quand même sur une petite piqûre de rappel. Écrire quelque chose de transgressif, ça met pas l'auteur ou l'autrice au-dessus des lois. Quand on publie, surtout en auto-édition, on est juridiquement responsable de ce qu'on va mettre en ligne. Et dans certains cas, comme on l'a vu, les conséquences, elles peuvent être pénales. On saura donc fin avril ce qu'il en est pour la condamnation de Tori Woods. Je termine juste en vous disant une chose, cette vidéo elle était assez longue et ça a été une vidéo qui a été extrêmement difficile à préparer en termes de volume de recherche, en termes de vérification, mais aussi parce que le sujet il est hyper lourd et choquant. Mais bref, si ce type de contenu approfondi vous paraît vraiment utile, la meilleure façon de me soutenir c'est simplement d'interagir avec cette vidéo, liker, commenter, partager et évidemment de vous abonner. Ça me permet de continuer à traiter ces sujets avec le temps et la rigueur que ces sujets vont malheureusement demander. Et merci à tous pour votre soutien, on se retrouve très vite, j'espère quand même pour des sujets un peu plus légers.